Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux à ce petit pitch sur l'obligation de solarisation des parkings et des toitures. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, la loi évolue un petit peu chaque année. On a connu une première vague d'obligations qui ont visé d'abord les toitures neuves, puis les toitures existantes. Et depuis la récente loi APER, viennent les parkings qui sont rendus éligibles à ce genre d'obligations. Alors je m'excuse par avance parce que comme j'ai pas de retour, c'est un peu, je sais pas si tout le monde entend, j'imagine pas terrible. Bon, on va faire en sorte. Et si je parle trop fort, je pense que ceux qui ont les casques vont les enlever. Non? Ils ont un volume, ok. Bon. Je vais faire au mieux. Bon, ça c'est moi et mon collaborateur. On va faire un petit point sur la loi d'accélération de la production des ENR, la loi APER, présentée bien entendu T'Énergie en tant que développeur d'énergie renouvelable, les avantages avec T'Énergie, les solutions pour répondre à la loi mais aussi aux lois en général et quelques exemples de réalisation. Donc de mémoire, il y a 30 minutes. Je pense qu'il doit y avoir 15 minutes pour la présentation et 15 minutes certainement pour les questions-réponses. Je vais faire comme ça. Donc un focus sur la loi du 10 mars 2023, loi pour laquelle nous sommes toujours en attente des décrets d'application, puisque les grands principes ont été écrits dans la loi, restent à présent, et depuis quelques semaines, voire quelques mois, on attend les décrets d'application qui vont permettre à tous les acteurs, mais aussi les propriétaires, notamment fonciers, de savoir dans quelle catégorie ils sont, comment ils doivent ou pas répondre à la loi, quelles sont les possibilités, alors pas d'y déroger, mais en tout cas d'adapter les projets. Et tout ça, on attend incessamment sous peu les décrets d'application qui devraient sortir, on espère, courant mois de mars. Alors, la loi d'accélération, s'agissant des parkings, elle concerne à la fois les parkings neufs, donc à construire, mais également, quelque chose qui est assez disruptif pour le coup, les parkings existants. C'est-à-dire que souvent les lois ne sont pas rétroactives où les lois fonctionnent sur le flux et non pas sur le stock. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, on a 1 million de mètres carrés de parking, chiffre complètement faux, mais comme ça. En général, la loi dit à partir d'aujourd'hui, dès que vous allez construire, vous allez devoir intégrer des ombrières. C'est ce qui a été fait notamment pour les bâtiments neufs, où aujourd'hui la loi, on le verra tout à l'heure, dit à partir du moment où vous allez réaliser un nouveau bâtiment, vous êtes obligé d'y intégrer un minimum de 30% soit d'énergie renouvelable, soit de toiture végétalisée. Donc là, la loi était différente. La loi a fonctionné sur le stock et non pas que sur le flux, considérant que tout parking existant devait répondre à la prochaine obligation de solarisation. Au niveau des surfaces par rapport au parking, le seuil a été indiqué à 1500 m². 1500 m², ça correspond... Alors, c'est variable aussi en fonction de la configuration du parking, puisqu'on peut avoir un parking qui va être rectangulaire, un parking carré, un parking qui va être allongé. Donc on a différentes modalités de calcul, mais en tout cas 1500 m², c'est bien toute surface utile de parking. Donc l'obligation d'y installer des ombrières photovoltaïques ou de la végétalisation, puisque ça peut être remplacé le cas échéant par des arbres, sur une surface de 50% minimum de la surface, étant compris dans cette surface de calcul les places de stationnement mais aussi les voies de circulation. Ça correspond à peu près à un parking de entre 45 et 60 places à peu près. Donc pour tout parking existant avant 2026, pour tout parking existant, c'est avant 2026, juillet 2026 qu'il va falloir solariser. Ambition très forte et complètement pas réalisable pour le coup, parce que 2026 c'est demain, c'est dans 2 ans. Et pour les parkings supérieurs à 10 000 m², l'obligation avant juillet 2028, qui semble là aussi pour le moins compliqué, puisque ne serait-ce que pour des autorisations d'urbanisme et toutes les différentes phases administratives qu'il y a dans la vie d'un projet photovoltaïque, en général, un projet d'ombrière, à partir du moment où on commence à travailler le projet et le moment où on finalise l'opération réelle, il se passe en général entre 24 à 36 mois. Donc on voit déjà qu'avec l'obligation qui est écrite ici, il y a déjà bien des cas dans lesquels on sera compliqué. S'agissant des amendes, et encore une fois,
Sous réserve des décrets d'application qui vont arriver et qui vont fixer les modalités, les amendes seront adressées par les services préfectoraux et seront de 20 000 € à 40 000 € en fonction de la taille de parking, s'il est inférieur ou supérieur à 10 000 m². Donc dans la logique, jusqu'à présent, on estimait qu'une ombrière avait l'avantage non seulement de pouvoir, on le verra tout à l'heure, abriter du soleil, de la pluie, des intempéries, parfois même pouvoir avoir des projets en autoconsommation. Aujourd'hui, avec cette obligation, le fait d'avoir une ombrière pour les propriétaires de parking foncier permet d'éviter une amende de 20 ou 40 000 € par an en fonction de la taille de son parking. Un petit focus sur les bâtiments et ceux dès 500 m², puisqu'aujourd'hui, on a l'obligation de solariser tout bâtiment de plus de 500 m² pour les usages que vous voyez ici, pour 30% de sa surface depuis le 1er juillet 2023, et ensuite ça vient augmenter 40 à 50%. Là aussi, l'État fait preuve de volonté d'accélérer sur les différentes modalités d'intégration du photovoltaïque. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des cas où j'ai un bâtiment qui fait 1000 m², sur lequel je vais devoir poser 50% de ma toiture en photovoltaïque et pour lequel j'aurai une difficulté technique parce que j'aurai des éléments existants en toiture ou parce que j'aurai des masques qui vont être produits par les acotères. Les acotères, ce sont les garde-corps qu'on a en haut des toitures. Souvent, c'est là où on met une enseigne. Donc, c'est très bien de mettre des obligations. Il y aura beaucoup de cas où il faudra regarder dans quelle mesure je peux y déroger pour ce qui concerne les bâtiments. Donc ça, c'est pour les bâtiments à usage de bureau. Pour l'instant, sont exclus les logements de ces obligations-là. Pourquoi? Parce que souvent les logements, on a en centre-ville une première difficulté qui est la hauteur du bâti. Quand on a des R+3, 4, 5, 6, pour mettre en place une centrale photovoltaïque, ça reste assez compliqué en matière de chantier, y compris en termes ensuite d'entretien. Et puis on a sur les logements parfois l'écueil d'avoir des bâtiments autour qui créent l'ombrage sur la centrale que je vais pouvoir installer. Donc pour le moment, les bâtiments à usage de logement sont exclus des obligations. Ah, là j'ai un petit bug. Ah non, si, c'est bon. Donc on en parle ici. Comment se mettre en conformité? L'urgence est d'agir le plus vite possible, hein, puisque on se rend compte que même en s'y prenant tout de suite, il est possible qu'on soit dans une difficulté de mettre en œuvre dans les dates indiquées. Pour autant, l'État a déjà indiqué que tout propriétaire foncier qui pouvait apporter la preuve d'une première démarche auprès d'un opérateur aurait la possibilité de reporter l'amende aussi loin qu'il pourra, prétendant, enfin, en tout cas, pouvant montrer la preuve qu'il est en train de réfléchir sur un projet existant. Une rapide présentation de Tenergy. Donc Tenergy, ça existe depuis 15 ans, 2008, opérateur énergéticien français et indépendant qui opère sur plusieurs technologies, principalement le solaire photovoltaïque, mais aussi l'éolien et la méthanisation. Sur le photovoltaïque, on opère à la fois en toiture et en ombrière, dans le monde de l'industrie ou dans le monde agricole, mais aussi pour les centrales au sol, par exemple. Et nos clients sont principalement les industriels, les collectivités et les agriculteurs, puisque ça a été la première cible commerciale de Tenergy, ça a été dans le monde de l'agriculture. En termes de chiffre, Tenergy aujourd'hui, c'est 222 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 250 personnes basées à l'échelle du territoire national, 1600 centrales photovoltaïques et éoliennes. Dans 1600 centrales photovoltaïques, dans 1600 centrales, il y a 95% de centrales photovoltaïques. Vous voyez les points qu'il y a sur la carte qui historiquement étaient plus au sud qu'au nord. Aujourd'hui, on monte de plus en plus haut, notamment par les mécanismes d'aide de l'État qui permettent d'avoir des projets qui sont plus au nord, qui sont aussi équilibrés quasiment que ceux qui sont au sud. Donc des agences que vous voyez sur la carte ici. Et la particularité de Tenergy, c'est qu'on est tiers investisseur. Donc on détient nos actifs
solaire ou éolien. Donc on reste propriétaire de nos centrales et on maintient tout au long de l'année nos 1600 centrales pendant la durée d'exploitation de la centrale. Ça, ce sont des chiffres que j'ai déjà dit. Un deuxième acteur français en production d'énergie renouvelable et acteur indépendant. Alors j'en parlais tout à l'heure, les avantages par rapport à l'obligation de solarisation des parkings, ils sont de plusieurs natures. Un, le fait de faire un projet, ça évite bien sûr d'avoir une amende qui peut aller entre 20 et 40 000 euros par an, ce qui pour le coup n'est pas négligeable. L'avantage de choisir Tenergy, c'est qu'en tant que tiers investisseur, c'est Tenergy qui porte l'investissement, donc la conception, la réalisation, la construction, l'exploitation et la maintenance des ouvrages pendant la durée du bail, qui peut aller de 20 à 30 ans. Donc ça permet notamment soit aux propriétaires fonciers, soit à l'industriel de garder ses ressources et notamment ses capacités de dette pour son métier original. Et ensuite des gains financiers en fonction du montage qu'on peut faire, puisque les ombrières de parking sont aussi éligibles au mécanisme de l'autoconsommation qui va permettre pour les industriels d'autoconsommer un mégawattheure qui est produit par l'ombrière à un prix moindre que celui qui est acheté par cet industriel sur le réseau. Donc les différentes étapes, les différentes phases de vie de la centrale. En un, on a l'étude de faisabilité, donc ça c'est la phase commerciale. Ensuite, on a la construction et le raccordement de la centrale. Sur ces deux premières étapes, c'est là où je vous disais tout à l'heure, on est entre 24 et 36 mois en fonction des projets. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'une centrale photovoltaïque dure de manière efficiente entre 35 et 40 ans minimum, ce qui veut dire que l'exploitation et maintenance, ce troisième pavé, représente en réalité la plus grosse partie d'une centrale, puisque c'est bien pendant la durée du bail, à minima pendant les 30 ans, qu'on doit entretenir et maintenir la centrale. Donc c'est bien à Tenergy de le faire. Et l'intérêt, c'est que au mieux je produis, au mieux je valorise mon électricité, que ce soit en autoconsommation ou en injection réseau. Et ensuite, le démantèlement et le recyclage de la centrale, puisque dans tous nos contrats, on prévoit soit que le bailleur récupère la centrale en fin de vie et bénéficie d'un ouvrage qui a été maintenu et qui va continuer à produire, soit nous demande de le démanteler. Dans ce cas-là, on enlève la centrale et les équipements qui ont été installés. Donc les solutions, notamment pour les ombrières de parking. Alors il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, l'ombrière de parking, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très connu. Il y avait quelques projets qui existaient, mais voilà, c'était quand même moins connu qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte une ombrière de parking? En un, le confort et la protection des véhicules et des usagers. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ça permet d'abriter soit du soleil, soit de la pluie. C'est à partir de, je disais tout à l'heure, entre 45 et 60 places. 70 places, c'est le ratio à partir duquel on est quasi sûr d'être efficace. Modulo, bien entendu, si on a 70 places tout en long ou si on a 70 places groupées, ça peut avoir une différence d'un point de vue d'équilibre économique. La mise en place de l'option pour le borne de recharge électrique, puisque là aussi, tout nouveau parking fait l'objet d'une obligation de mise en place de bornes de recharge de parking. Donc l'idée, c'est de se dire, je profite du chantier des ombrières photovoltaïques pour venir à minima tirer mes fourreaux et commencer à installer mes bornes de recharge. Et ensuite, couplage possible avec un projet de toiture Tenergy où je vais avoir par exemple un bâtiment avec un parking. Je peux à la fois faire une centrale sur le bâtiment et aussi faire un parking en ombrière. Donc pour ce qui concerne un focus très rapide sur la solarisation de toiture, plusieurs choses qui existent. Toiture neuve, obligation de solariser. Tenergy vient prendre à bail la toiture et donne un loyer ou une soulte en échange de l'occupation en toiture. Ou alors le bailleur a eu un besoin de rénovation de sa toiture. Et dans ce cas-là, Tenergy prend en charge les travaux de rénovation, installe une centrale et en fonction du coût de rénovation, notamment si c'est amianté ou pas, on va pouvoir là aussi donner ou pas un bouquet, un loyer au propriétaire de la toiture. Et la surface minimum, c'est 800 m² de toiture exploitable. Un focus sur l'autoconsommation. Autoconsommation, pareil, hein, ça commence à être une réalité économique. Ça a commencé aux alentours de 2018. Le phénomène qui a beaucoup accéléré l'autoconsommation, ça a été la crise en Ukraine, puisque
tout le monde ici est bien au courant que le prix de l'énergie a doublé, triplé, quadruplé et parfois même à des heures de pointe a fait des x10 ou x20. Ce qui se vendait dans les années, avant les années 2020, le mégawattheure qui se vendait aux alentours de 80-95 euros, aujourd'hui se vend aux alentours de 180 à 250 euros. Alors même que le photovoltaïque a plutôt eu une dégressivité de ses coûts. Et aujourd'hui, si je mets en rapport l'autoconsommation et donc le prix du mégawattheure, l'équivalent du prix du mégawattheure que je vais être capable de restituer au client, un client qui va payer 180 euros son mégawattheure sur un projet en autoconsommation, il va être aux alentours de 120-130 euros en fonction de l'ensoleillement, puisque l'avantage de l'autoconsommation par rapport à l'injection réseau, c'est qu'on n'a pas de plafond productible. Donc au plus je vais être ensoleillé et au plus je vais avoir un prix du mégawattheure qui va être intéressant. Donc l'autoconsommation, par le biais d'un contrat avec EDF, obligation d'achat qui permet de revendre le surplus, ça a été mis en place il y a un peu plus d'1 an, qui permet d'autoconsommer une partie et de revendre le surplus à l'État avec un tarif garanti. Donc ça, c'est les revenus additionnels. Ça réduit la facture énergétique parce que je fais des économies sur le prix de mon mégawattheure. Et pareil, à la fin de la centrale, je deviens propriétaire d'un actif de production. Donc je fais un contrat d'autoconsommation par exemple de 20 ans. Au bout des 20 ans, je récupère la centrale qui a été entretenue et maintenue. Et le mégawattheure ne me coûte finalement que les opérations de maintenance. Donc en équivalent, dans 20 ans, ça coûtera à peu près, on va dire, entre 50 et 60 euros du mégawattheure. Ce que j'achèterais dans 20 ans en tant qu'industriel, peut-être 200, 300, 400 euros. En fait, personne ne connaît le prix de l'électricité dans 20 ans. Un exemple de réalisation, quelques exemples de réalisation. Sur les projets d'ombrières photovoltaïques, c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui devient de plus en plus réalité. Et au-delà de la loi qui la rend obligatoire, les opérateurs sont de plus en plus sollicités sur ce genre de projet. On a été l'année dernière, en 2022, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la SNCF qui visait à équiper 120 gares, ce qu'on appelle les catégories 2-3. Ce ne sont pas les gares TGV, ce sont les gares plutôt de centre-ville de 60, 80, 100, 150 places. Donc on a été lauréat de cet appel d'offres et on est en train, dès à présent, de développer sur l'ensemble du territoire national les ombrières de parking que vous verrez du coup à chaque fois que vous prendrez pas votre TGV mais votre train préféré. Je pense qu'on en a fini. Des exemples d'ombrières de parking. Alors sur 1600 centrales, on a un peu plus de 200 centrales en ombrières. Donc je vous rassure tout de suite, on ne va pas toutes les voir. Là, c'est quelques exemples de réalisation. La plupart sont plutôt des projets en injection réseau, puisque comme je le disais tout à l'heure, les projets d'autoconsommation ont été réalité économique il y a 2-3 ans. Donc on est en train de construire et de finaliser nos projets en autoconsommation. On en a de mémoire 7 qui ont été mis en service cette année. Et ça, ce sont des exemples de solarisation de toiture, technologique et plus connue du grand public. Voilà. Et nous sommes sur le 119. Je peux répondre à vos questions. Je pense que je suis dans les temps. Je ne sais pas si je vais entendre les questions du coup, mais je... Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis une collectivité. J'ai d'abord une question sur... Non, j'entends pas. Vous m'entendez pas? Non. Vous m'entendez là? Oui, un peu mieux. J'ai pas de casque. J'ai pas de casque. Merci. J'ai un casque. Oui, là vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc moi je suis une collectivité et je me pose une première question sur l'autoconsommation en lien avec les citoyens qui habitent autour des zones où on va faire de l'ombrage. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous travaillez? Parce que derrière il y a toute la problématique de la facturation. Alors, juste... Est-ce que vous avez déjà travaillé ce genre de problématique? Je ne saisis pas la problématique de l'ombrage. Pour le coup, j'ai pas de retour son, donc j'entends très mal. La problématique de l'ombrage, je comprends pas la... En fait, on va faire des parkings, on voudrait faire des parkings donc avec au-dessus du photovoltaïque. Oui. Sauf que derrière, je ne vais pas pouvoir autoconsommer tout ce que j'ai au niveau de la collectivité, je vais forcément produire plus. Oui. Le reliquat, j'aimerais qu'il puisse être aussi
utilisés par les gens qui habitent autour de Oui. ces espaces-là. Tout à Est-ce que fait. c'est des problématiques que vous avez déjà adressées? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Je suis désolée. En fait, je vais venir vous voir au stand 17. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation Oui, collective. c'est ça. Mais c'est pas juste collectif avec des bâtiments autour hein, ou des entreprises. Là, c'est vraiment des citoyens. Ouais, c'est des particuliers, quoi. Oui, parce que du coup, vous n'entendez plus, vous. C'est dans un rayon Bah, de ça 2 dépend, km. en fait, hein. C'est pour ça que je pose la question. Donc l'idée, c'est que la centrale va produire 100, par exemple. Attendez, excusez-moi. La centrale va produire 100. Je vais avoir une capacité du propriétaire sur lequel est implantée la centrale d'autoconsommer par exemple 20. Les 80 vont passer par le réseau pour aller alimenter les foyers dans un rayon de 2 km, les foyers ou les entreprises. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Et donc, l'opérateur, en l'occurrence l'énergie, va aller conclure par le biais de partenaires qui en sont spécialistes, des contrats de gré à gré avec l'ensemble des autoconsommateurs de la zone. Et ça, c'est tout à fait possible. Oui, on est en train d'en faire. Là, on est en train de déployer l'autoconsommation collective sur une centrale au sol au sud de Marseille. Enfin, au sud de Marseille, à l'est de Marseille, parce qu'au sud de Marseille, c'est la mer. Comment ? Avec qui vous avez contractualisé, du coup? Là, l'opérateur, c'est Serenison. Il y en a aujourd'hui une dizaine. Ouais. Il y a une dame. Ah, Bon. il y a un monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, donc Christophe Neumann de la société Créawatt. Oui. Créawatt Group, on est fabricant français de panneaux ultra légers, donc des panneaux qui sont 6 fois plus légers que les panneaux en verre. Donc j'ai une bonne nouvelle parce que je vois que vous n'en parliez pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore fait ce type de projet, mais nos panneaux font qu'on permet notamment à des supermarchés d'éviter de faire des ombrières et de pouvoir poser sur leur toiture. Vous avez souligné la problématique de toitures qui doivent être renforcées. Et parce qu'un panneau en verre, il pèse 18 kg par mètre carré. Et donc effectivement, sur certaines toitures, comme des supermarchés en bac acier avec membrane, c'est impossible de poser des panneaux traditionnels. Donc il existe aujourd'hui aussi des solutions pour pouvoir équiper ces bâtiments. J'ai rien contre les ombrières, c'est totalement utile et nécessaire dans certains cas, mais il y a aussi, je voulais le souligner, des solutions qui existent pour les toitures qui ne peuvent pas supporter le poids, puisqu'on est à 3 kg par mètre carré en termes à performance équivalente. Oui. Il y a certainement, c'est très intéressant, et ce sont des technologies qu'on regarde avec notre direction innovation. Dans un projet photovoltaïque, il y a aussi une notion de CAPEX, bien évidemment. Il y a, s'agissant des projets en toiture existantes, des notions d'assurance et de garantie d'étanchéité qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, grouper ce genre de projet avec un projet d'ombrière, ça peut être tout à fait envisageable. Après, il n'en demeure pas moins qu'il y a une question de CAPEX et de prix, notamment en voie de crête, qui doit rentrer dans l'équation et voir dans quelle mesure tout ça s'équilibre par rapport aux différents modes d'injection. Bonjour. Oui, devant. Pardon. Oui, ma question c'était sur le recyclage des panneaux On photovoltaïques. m'applaudit sur l'autre salle. Et sur le recyclage, Oui. vous avez dit faire du recyclage, mais est-ce que ça se recycle un panneau photovoltaïque qui arrive en fin de vie à 25 ans, qui a perdu de sa productivité? Un panneau photovoltaïque se recycle à plus de 98%. Il y a tout ce qui compose un panneau photovoltaïque est recyclable. Il y a du verre et il y a du silicium. Il y a très peu de composants qui se recyclent pas. Et aujourd'hui, la filière est organisée, puisque contrairement à certaines autres filières, en fait, le producteur prend en charge le coût du recyclage à chaque fois qu'il fabrique un panneau. Et donc aujourd'hui, on a la filière de recyclage qui est déjà existante et qui fonctionne dès à présent. Il y a dès aujourd'hui certains panneaux qui sont recyclés. Voilà. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Je reviens sur la partie tiers investisseur. Oui. Aujourd'hui, quand vous revendez l'électron donc à l'entreprise ou à la collectivité sur lesquelles les panneaux sont posés, c'est facturé et du coup on ne peut pas le valoriser dans nos objectifs décret tertiaire pour baisser de 40 ou 60% nos consommations. Est-ce que vous avez des dispositifs ou des mécanismes qui permettent d'autoconsommer pour 0 € sans facture? Et du coup, je ne sais pas si l'installation, si le contrat doit être sur plus long terme ou autre. Donc voilà. Comment on peut valoriser l'électron chez nous?
Alors, deux choses à votre question. Quand on est en ce qu'on appelle en injection réseau, c'est là où vous ne voyez pas passer l'électron, finalement, et c'est là où vous ne pouvez pas le valoriser dans le cas du décret tertiaire. Ce qui est pour le coup différent si on est en autoconsommation, puisqu'en autoconsommation, c'est bien par le biais d'une facture, alors pas de mégawattheure, mais une facture de location d'ouvrage produisant un certain nombre de mégawattheures que vous allez pouvoir apporter la preuve que vous consommez des mégawattheures solaires. Donc il y a deux choses, il y a en injection réseau et en autoconsommation. La question se pose sur l'injection réseau où effectivement les électrons transitent par le réseau, c'est-à-dire qu'ils sont réinjectés dans le réseau. Et là pour le coup, même si vous allez d'un point de vue physique, les récupérer, puisque les électrons qui vont être réinjectés dans le réseau, en fait, ce sont les mêmes que vous allez soutirer tout de suite. Mais il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme qui permet de prouver, sauf peut-être en raccordement indirect, mais j'en suis pas sûr, qui permet de valoriser ces électrons-là. Ouais. Oui, donc justement, là on est vraiment sur l'autoconsommation. Oui. Ma question c'est aujourd'hui, soit moi j'investis pour autoconsommer, Oui. soit vous investissez pour moi en tant que tiers investisseur. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen que moi j'autoconsomme quand même sans qu'il y ait de comptage ou que ça reste un comptage informel pour vraiment baisser ma facture, mon sous-tirage au réseau Et voilà, est-ce qu'il y a un mécanisme qui en existe? Autoconsommation, je vais être pris sur votre TGBT. Donc vous allez moins consommer, moins tirer sur le réseau. Mais vous allez le compter, vous allez forcément me le facturer. Vous n'allez pas me le donner à 0 €. Ben non, bien sûr. Mais vous n'aurez aucun moyen d'avoir un mégawattheure à 0. Je ne comprends pas la question. Juste savoir, est-ce que vous êtes agrégateur? Est-ce que vous êtes responsable d'équilibre? Non. Non plus. Et puis une petite remarque, alors nous on construit des centrales en Loir-et-Cher. À Enedis, il lui faut à peu près 18 mois pour les raccorder. Donc les ombrières avec l'échéance à 2 ans, je ne sais pas comment, si d'autres font mieux ailleurs, mais nous c'est 18 mois. Alors effectivement, ça dépend de la région. Et le fait de mettre en service et d'attendre 18 mois n'empêche pas que je réalise mon ouvrage. Donc quand je... Comment ? Non mais entre le moment où je finalise mon ouvrage et le moment où je mets en service, ce qui se passe 10, 12, 18 mois, peu importe, le client a son ombrière et répond à la loi. Moi je suis pas... Mais oui. C'est peut-être pas le cas dans le Loir-et-Cher, mais ça fait partie, si vous voulez. Moi, à partir du moment où j'ai levé de la dette et où je vais construire mon ouvrage, que la centrale soit raccordée 18 mois après, effectivement, c'est un élément exogène qui dépend d'Enedis et qui est très dépendant des régions, puisqu'il y a des régions sur lesquelles c'est plus long, il y a des régions sur lesquelles c'est plus court. Bonjour. Bonjour. Juste une petite clarification, parce que je vois souvent quand on présente l'obligation de mettre des panneaux solaires sur les toitures, que ça s'applique aux bâtiments neufs et aux rénovations. Mais Oui, alors les c'est bâtiments tout à fait non juste. rénovés, ça s'appliquera quand? Est-ce que ça s'appliquera? Je pense pas que ça s'applique un jour. C'est un peu comme l'amiante. Aujourd'hui, peut-être qu'un jour on dira tout bâtiment amianté devrait être désamianté. Est-ce que ça sera pour le relouer ou pas? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'un bâtiment sur lequel vous ne touchez pas l'étanchéité, vous n'avez pas l'obligation de mettre des panneaux. C'est uniquement neuf ou rénovation lourde qui nécessite d'avoir cette obligation. Bonjour. Alors moi, j'ai eu l'agréable surprise de voir l'éolien. Oui. En particulier sur le Cotentin, c'est parce qu'il manque le vent là-bas. Du coup, comment ça fonctionne? Là, par exemple, les panneaux solaires, vous les mettez directement sur les bâtiments concernés. Oui. Est-ce que vous avez développé des mini pales pour pouvoir le mettre, ou c'est centralisé et dispatché ensuite? Comment vous fonctionnez sur l'éolien? Pour l'éolien, alors l'éolien, ce n'est pas du tout mon métier, mais pour autant je vais vous répondre. L'éolien, on fonctionne comme à peu près comme beaucoup d'opérateurs. On a des champs d'éoliennes qui sont de tailles différentes et en fonction du nombre de mégawattheures. Et on produit sur place et on réinjecte dans le réseau. Ah oui, d'accord. Comme une grosse centrale au sol où on va injecter directement dans le réseau à partir de l'endroit où on produit. Oui, ça ne fonctionne pas du tout comme le panneau solaire où vous installez sur le site concerné les panneaux. Non, parce qu'en général, la production est beaucoup plus importante que la capacité de soutirage
local. Donc là, par exemple, dans le Cotentin, sur un projet, pour aller chercher de l'ENR, je peux décider de vouloir me raccorder à un parc éolien pour pouvoir dire, voilà, mon énergie renouvelable, c'est celle-ci, et je choisis l'éolien parce que je peux le faire, j'ai un parc éolien à côté. C'est pas tout à fait ça. Il y a des entreprises qui s'occupent de ce type de montage et qui vont vous vendre des électrons verts. La réalité, c'est qu'une fois que l'électron est injecté dans le réseau, oui, je finis avec la dame. La réalité, c'est qu'une fois que l'électron est balancé en réseau, c'est le premier autoconsommateur qui va le soutirer, qui va en bénéficier. Donc, en réalité, ça reste très cosmétique, comme les corporate PPA, où en fait, c'est compliqué de dire que le mégawattheure que vous autoconsommez, c'est vraiment un mégawattheure solaire ou éolien. Ça reste un peu de la cosmétique. Là, je pense que il faut qu'on s'arrête. Mais je suis disponible si vous avez d'autres questions, bien évidemment.